Bienvenue dans cette nouvelle exploration Wikipodcast. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un moment charnière, vraiment décisif de l'histoire, le 16 juillet 1945. C'est l'aube de l'ère atomique avec le premier essai nucléaire américain, nom de code Trinity. Oui, un événement qui s'inscrit dans le contexte très particulier du projet Manhattan, un projet mené dans le plus grand secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait cette crainte, cette obsession presque, que l'Allemagne nazie développe l'arme nucléaire en premier. Et Los Alamos était vraiment l'épicentre de tout ça, avec Robert Oppenheimer à sa tête. Une véritable course contre la montre. Absolument. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment cet essai historique a été préparé, comment il s'est déroulé, et bien sûr ses conséquences immédiates. Et il faut tout de suite dire que cet essai, Trinity, ce n'était pas juste une formalité, c'est devenu indispensable. Indispensable à cause d'une découverte majeure sur le plutonium qui était produit pour la bombe. Il contenait un isotope, le plutonium-240. Ah oui, et cet isotope posait problème, c'est ça? Exactement. Il rendait le premier concept de bombe, celui dit à insertion, il le rendait impossible. Parce qu'il y avait un risque énorme de prédétonation, une sorte de long feu, qui aurait rendu la bombe totalement inefficace. Un vrai casse-tête scientifique, j'imagine. Ça a donc forcé les équipes à revoir complètement leur copie, à envisager quelque chose de plus audacieux? Tout à fait. Ils ont dû adopter un design beaucoup plus complexe, l'implosion. Une idée développée notamment par John von Neumann. Le principe, c'était de comprimer une sphère de plutonium avec des explosifs conventionnels très puissants pour atteindre la densité critique. Mais c'était très théorique, non? Complexe. Extrêmement complexe. Et personne n'était certain à 100% que ça allait fonctionner comme prévu. D'où la nécessité, absolue, de tester ce gadget, c'était le nom de code de la bombe, avant toute utilisation. Et ce, malgré le coût énorme et la rareté du plutonium à ce moment-là. Et pour un test aussi sensible, aussi potentiellement dangereux, j'imagine que le choix du site était primordial. Ah oui, crucial. Ils ont choisi un endroit appelé la Jornada del Muerto, au Nouveau-Mexique. Un désert, plat, isolé. Parfait pour le secret. Et le nom? Trinity? Assez poétique, non? Oui, c'est Oppenheimer qui l'a choisi. Possiblement une référence à un poème de John Donne qu'il appréciait. Sur place, un camp de base a été construit à partir de rien. Il a accueilli jusqu'à 425 personnes. Il a fallu tout créer. Routes, labos, systèmes de communication. Avec des défis logistiques, j'imagine. Énorme. La sécurité, l'approvisionnement en eau qui s'est révélé trop salé au début, et même un incident incroyable. Un bombardement accidentel du site par des avions alliés qui n'avaient aucune idée de ce qui se tramait là. Incroyable. Et au milieu de tout ça, il y avait ce projet un peu fou, Jumbo, ce conteneur géant. Ah, Jumbo, oui, une énorme structure en acier, plus de 200 tonnes. L'idée de base, c'était de pouvoir contenir l'explosion si jamais l'implosion des explosifs conventionnels fonctionnait, mais que la réaction nucléaire échouait, pour récupérer le précieux plutonium qui était si difficile à produire. Mais il n'a pas servi, finalement. Non, son transport jusqu'au site a été une véritable épopée. Mais entre-temps, la confiance dans le design de gadgets s'est améliorée. Et la production de plutonium augmentait aussi un peu. Donc finalement, on a décidé de ne pas l'utiliser pour l'essai lui-même. Il est resté à proximité comme un témoin silencieux. Et avant l'essai principal, il y a eu un test préliminaire. Oui, le 7 mai 1945, ils ont fait exploser 108 tonnes de TNT classique, mais en y ajoutant des traceurs radioactifs. C'était pour calibrer tous les instruments de mesure, tester les procédures de sécurité, les communications. Ça a permis de tirer pas mal d'enseignements. Bien. Parlons du gadget lui-même. De quoi était-il fait, en gros? Alors, c'était une sphère assez sophistiquée. Au centre, le cœur, du plutonium, allié à une petite quantité de gallium pour stabiliser sa structure. Juste à côté, un initiateur de neutrons, une petite bille de beryllium et de polonium pour démarrer la réaction en chaîne au bon moment. Autour de ça, une épaisse couche d'uranium naturel, le tampeur ou réflecteur, qui devait confiner l'explosion et renvoyer des neutrons vers le cœur. Et enfin, la couche externe, des lentilles explosives, très précisément usinées. Des lentilles explosives? Oui, des blocs d'explosifs de formes différentes, conçus pour que l'onde de choc converge de manière parfaitement sphérique et uniforme vers le centre, pour comprimer le plutonium. C'était ça, la clé d'une implosion. L'assemblage de tout ça a dû être un moment de tension extrême. Ah oui, absolument. Ça s'est fait dans un vieux ranch isolé, le ranch McDonald. L'assemblage final du cœur de plutonium dans sa coque a été particulièrement délicat. Il y a eu un souci de dilatation thermique.
Le cœur était chaud à cause de sa propre radioactivité et la coque métallique extérieure était froide. Il a fallu un moment pour que ça s'emboîte parfaitement. Imaginez le stress. On imagine à peine. Et une fois assemblé, on l'a hissé en haut d'une tour. Pourquoi? Oui, une tour métallique de 30 mètres. D'abord, pour simuler les conditions d'un largage par avion, comme ce serait le cas pour les bombes opérationnelles. Et aussi pour limiter la contamination radioactive directe du sol au point zéro et faciliter l'analyse des effets de l'explosion. Et on arrive au jour J, le 16 juillet 1945. Mais la météo n'était pas de la partie. Non, pas du tout. De gros orages ont éclaté sur le site, ce qui a forcé à reporter l'heure H, initialement prévue à 4 heures du matin. La tension était à son comble. Finalement, une fenêtre météo s'est ouverte et la détonation a eu lieu à 5h29 et 21 secondes, heure locale. Qui étaient les observateurs spéciaux? Il y avait des scientifiques clés, bien sûr. Fermi, Teller, Feynman. Des militaires, dont le général Groves, le chef militaire du projet Manhattan, et quelques invités triés sur le volet, comme Vannevar Bush ou James Chadwick. Il y avait même eu des paris lancés entre scientifiques sur la puissance de l'explosion. Enrico Fermi avait même émis une crainte heureusement infondée que la bombe puisse enflammer l'atmosphère terrestre. Et l'explosion elle-même. Le résultat. Phénoménal. Une puissance estimée plus tard autour de 21 kilotonnes, l'équivalent de 21 000 tonnes de TNT. Une lumière aveuglante décrite par certains comme plus brillante que le soleil de midi. Une chaleur intense ressentie à des kilomètres, puis l'onde de choc. Et cet immense champignon atomique qui est monté à plus de 12 km d'altitude. Et ce fameux verre verdâtre? Et la trinitite, oui. Le sable du désert a littéralement fondu sous l'effet de la chaleur intense, puis s'est résolidifié en ce verre radioactif. Quelles ont été les réactions sur le moment? Un mélange, je crois. Il y a eu des acclamations, bien sûr, la preuve que leur travail acharné avait fonctionné, mais aussi des réactions plus sombres. Kenneth Benbridge, le directeur de l'essai, a eu cette phrase terrible. « Now we are all sons of bitches ». Maintenant, nous sommes tous des fils de pute. Et la réaction de Oppenheimer est restée célèbre? Oui, il a raconté plus tard avoir pensé à une ligne du Bhagavad Gita. « Maintenant, je suis la mort, le destructeur des mondes ». Ça montre bien le poids écrasant de cette réussite technique. Comment a-t-on mesuré la puissance exacte et qu'a-t-on communiqué officiellement? Plusieurs méthodes ont été utilisées. Analyse radiochimique des débris, mesure de l'onde de choc. L'estimation finale s'est stabilisée autour de 21 kilotonnes. On a aussi confirmé que la fission de l'uranium du Tamper avait contribué de manière significative à la puissance. Pour le public au début, le communiqué officiel parlait juste d'une explosion accidentelle dans un dépôt de munitions éloigné. Très vague. Pour garder le secret? Exactement. La vraie nature de l'essai n'a été révélée qu'après le bombardement d'Hiroshima, avec la publication du rapport Smith. Pendant ce temps, le président Truman, qui était à la conférence de Potsdam, recevait des messages codés confirmant le succès de l'essai. Et les conséquences directes sur place, les retombées radioactives? Oui, il y a eu des retombées. Des zones comme Chupadera Mesa ont été touchées. On a observé des effets sur le bétail, des brûlures, des pertes de poils. Et il y a cette histoire étonnante, longtemps restée secrète, de Kodak qui a détecté une contamination sur ses pellicules photographiques. La cause? Du carton d'emballage fabriqué dans l'Indiana, avec de l'eau de rivière qui avait été contaminée par les retombées de Trinity, transportée par les vents sur des milliers de kilomètres. Incroyable. Et l'impact sur les populations humaines locales? C'est là que le bas blesse. Les données sur l'exposition humaine directe des populations vivant sous le vent de l'essai sont restées très longtemps parcellaires, voire inexistantes. C'est un sujet qui a fait l'objet de recherches et de débats bien plus tard. Donc, pour résumer, l'essai Trinity a été cette validation technique cruciale. Sans lui, pas de bombe à implosion comme celle de Nagasaki quelques semaines plus tard. C'est tout à fait ça. Le succès technique était indéniable. Aujourd'hui, le site Trinity est classé National Historic Landmark. Il est ouvert au public seulement 2 fois par an. Un obélisque marque le point zéro. On peut encore y voir les restes de la structure métallique de Jumbo. La radioactivité ambiante y est toujours un peu plus élevée que la normale, mais considérée comme sans danger pour de courtes visites. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller plus loin. Trinity, ce n'était pas juste le test d'une arme. Cet éclair dans le désert du Nouveau-Mexique a marqué une rupture fondamentale, irréversible. Il a révélé à l'humanité une capacité de destruction à une échelle jamais vue. Absolument. Il a posé les bases d'un nouvel ordre mondial, celui de la guerre froide, dominé par la dissuasion nucléaire. La question qui reste, c'est comment cette connaissance née ce jour-là a-t-elle vraiment profondément façonné notre monde, bien au-delà de la fin de la guerre elle-même?